Pour réitérer le soutien des chefs d'État au Mali, envoyés spéciaux à Abidjan et à Cotonou, Aboubakar Traoré et Amadou Sankare. Soit à Abidjan avec le président Alassane Dramane Ouattara ou à Cotonou avec le président Yahi Boni, le message dont le Premier ministre était porteur n'a pas changé. Il s'agissait de saluer les chefs d'État pour les efforts qu'ils déploient pour la recherche des solutions à la crise que connaît le Mali, mais surtout réitérer davantage leur appui à ce processus. À la question de savoir à quand une intervention militaire et la tenue d'élections au Mali, le Premier ministre répond. On peut faire confiance en cette intervention. Elle aura lieu dès que les conditions seront réunies, mais nous ferons en sorte que ces conditions soient réunies le plus rapidement possible. Et les élections seront organisées dès que les mêmes conditions seront réunies. Auparavant, le Premier ministre a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien Daniel Kablan Duncan. Ici, Maliens et Ivoiriens ont passé en revue l'état de coopération entre les deux pays. C'est ainsi qu'il a été question en matière d'électricité de l'interconnexion entre le Mali et la Côte d'Ivoire, un projet bien avancé, de la relance des activités d'Air Ivoire dans notre pays. Les deux parties ont également souhaité la tenue des travaux de la commission mixte courant premier trimestre de l'année 2013. À Cotonou, Django Sissoko a eu également un tête-à-tête avec le médiateur de la République du Bénin, Albert Tchéoudjiré. Toujours parlant de la crise sécuritaire au nord du Mali, elle a obligé des milliers d'habitants à fuir leurs terres. Ils sont déplacés ou réfugiés et justement ces derniers qui ont pris la direction du Burkina Faso sont de nos jours confrontés à une grave pénurie d'eau dans le camp de Gandafoubou qui les accueille. Ils sont plusieurs milliers à avoir fui l'insécurité dans le nord de leur pays pour se réfugier à Gandafoubou, à 600 km de Ouagadougou. Mais ces Maliens ne sont pas au bout de leur peine. Dans ce camp aménagé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Le problème majeur que nous avons, c'est lié à l'eau. Gandafoubou est un petit village où les températures grimpent parfois jusqu'à 50 degrés. Ici, l'obtention de quelques litres d'eau provoque souvent une brusque montée de tension parmi les réfugiés maliens. Chaque famille reçoit par jour 7 litres d'eau, la moitié de la quantité nécessaire pour couvrir ses besoins. L'approvisionnement du camp en eau est assuré par des camions-citernes. Chaque matin, un camion apporte de l'eau, mais seuls les premiers arrivés sont servis. Les derniers reçoivent souvent quelques gouttes de ce qui reste et ce n'est pas assez. L'hygiène est une préoccupation, le risque de maladie existe. Dans le camp de Gandafoubou, l'eau est au cœur des réunions entre réfugiés maliens et responsables du HCR. L'objectif est d'éviter le déclenchement de ce que l'on pourrait appeler la bataille de l'eau. Situation sécuritaire critique et confuse en Centrafrique où la rebelle s'approche de Bangui, la capitale. Les États-Unis ont rappelé leur ambassadeur et évacué le personnel non nécessaire de la capitale. Nous verrons au Congo où les greffiers sont en grève depuis le 17 décembre passé. Et enfin l'Égypte où son ancien président Hosni Moubarak, ce dernier a été transféré dans un hôpital militaire après une détérioration de son état de santé. Le président centrafricain François Bozizé a lancé hier un appel à la résistance populaire contre les rebelles qui se sont emparés de plusieurs villes stratégiques du pays et qui s'approchent dangereusement de la capitale. Devant plusieurs milliers de sympathisants du régime réunis dans le centre de Bangui, il a appelé à l'aide Washington et l'ex-puissance coloniale française. Paris a exclu toute intervention en Centrafrique alors que Washington a fermé sa représentation diplomatique et évacué son ambassadeur. L'administration judiciaire congolaise est toujours paralysée par une grève des greffiers qui réclament depuis 20 ans un statut particulier et une revalorisation salariale. Depuis le 17 décembre, tous les tribunaux du pays sont restés fermés, aucune audience ne s'est tenue sur l'ensemble du territoire national. Tant qu'on ne signe pas le statut, la grève demeurera jusqu'à l'infini.
Les greffiers congolais dénoncent une injustice par rapport aux magistrats, mieux traités, selon eux. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été transféré hier de sa prison à un hôpital militaire du Caire en raison d'une détérioration de son état de santé. Selon l'agence officielle égyptienne MENA, le président déchu souffre d'un épanchement pulmonaire et de côtes fracturées suite à une chute dans sa douche le 15 décembre. Tout au long de son procès, Hosni Moubarak avait comparu allongé sur une civière enfermé dans un box grillagé. Le bureau du procureur a assuré que l'ancien président retournera dans sa cellule une fois les traitements nécessaires terminés. Hors du continent africain, colère de la rue et un gouvernement dépassé par les manifestations en Inde après le viol collectif d'une jeune étudiante dans un bus. 10 jours après, une autre victime de viol collectif s'est suicidée. Le gouvernement multiplie les promesses d'enquête et promet que désormais les auteurs de viol ne seront plus couverts. L'Inde, traumatisée par le viol collectif d'une étudiante, vit un nouveau drame tout aussi sordide. Cette famille pleure la dépouille d'une adolescente. Elle avait juste 17 ans. Violée par 3 hommes le mois dernier, elle s'est suicidée au poison. Dans sa lettre d'adieu, elle dénonce les humiliations et les pressions des policiers pour qu'elle retire sa plainte. Pire, ils voulaient la marier à l'un de ses violeurs pour étouffer l'affaire. Les autorités ont aussitôt sanctionné les policiers fautifs, reconnaissant leur responsabilité. Rien n'a été fait sur ce cas, aucune arrestation non plus. Il y a eu aussi des tentatives pour taire l'affaire en proposant un compromis, mais ça n'a pas marché. Cette tragédie risque d'enflammer un peu plus encore la rue indienne. Depuis une dizaine de jours, la mobilisation ne faiblit pas à New Delhi pour soutenir la jeune étudiante victime d'un viol collectif mi-décembre dans un autobus. Aujourd'hui, entre la vie et la mort, elle est devenue le symbole des violences faites aux femmes en Inde. Nous sommes contre ce viol collectif qui s'est passé à New Delhi. C'est vraiment une grande honte pour nous. C'est vraiment triste que ce gouvernement ne fasse rien du tout contre les viols innombrables qui arrivent partout ici. La colère de la rue et un gouvernement dépassé. Le Premier ministre multiplie les promesses d'enquête et de révision des lois. Sonia Gandhi, silencieuse jusque-là, réclame justice. Notre seul souhait aujourd'hui, c'est que cette jeune fille se remette, qu'elle rentre et qu'on ne perde plus de temps pour traduire en justice les auteurs de cet acte barbare. Pour calmer l'indignation populaire, des nouvelles mesures sont annoncées. Dorénavant, les photos, noms et adresses des violeurs seront publiées sur le net. D'abord à New Delhi, tristement surnommée ici la capitale du viol. C'est tout pour l'instant. Je vous retrouve si tout va bien à 20h pour la grande édition. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, restons de cœur et d'action avec nos parents des régions sous occupation. Ne les oublions pas. À tout à l'heure. K'a daminɛ san 2013